et bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter en 45 minutes, je crois, c'est le temps imparti, pourquoi le BIM est impactant, pourquoi nous avons décidé au sein du groupe BTP Consultant de faire du BIM une opportunité, et donc, comme l'a dit Thierry, de faire certainement disparaître certains de nos métiers au profit de nouveaux métiers. Et je vous montrerai deux exemples de nouveaux métiers que nous avons engagés et que nous ne pensions pas faire voici encore 4 ans. Et puis, comment effectivement le BIM va aussi impacter vos propres métiers et votre propre business. Donc le premier slide, c'est pour vous montrer un petit peu que le bâtiment est actuellement, au niveau de la numérisation et du déploiement du numérique, le secteur le plus en retard. Et vous voyez que la courbe rouge, elle est même maintenant en train de s'aplatir. Donc ça veut dire qu'on est à l'orée d'un boom, d'un déploiement du numérique qui va transformer littéralement le secteur. Il faut savoir qu'au niveau mondial, la productivité du bâtiment et des travaux publics sur les 20 dernières années a été de 1% dans le BTP. Si on prend la moyenne industrielle de toutes les industries, on est à 2,7%. Et si on prend l'industrie manufacturière, nous sommes à 3,6%. Cela veut dire que dans le BTP, nous avons une productivité 3 à 4 fois moins importante que les autres secteurs. Alors cela s'explique par différents sujets. D'une part, la recherche et développement, qui est très faible dans le secteur du BTP. On y consacre peu de choses, et je reviendrai tout à l'heure à la difficulté de mettre en ce moment le BIM chez des maîtres d'ouvrage qui nous disent « oui, mais le BIM, ça va me rapporter combien sur mon projet ?» Or, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner, bien sûr, c'est sur une production sur 3-4 ans où le numérique va effectivement donner des avantages. Mais c'est aussi une concurrence forte. Vous êtes bien placé pour le savoir, les marges dans le BTP sont très faibles et les risques sont très importants. Et donc le numérique doit transformer cela pour faire de notre secteur, comme les autres secteurs, un secteur à marge importante et à faible risque. Actuellement, l'industrie du BTP augmente les prix, mais semble ignorer les gains de productivité qui pourraient faire baisser ceux-ci. Comme disait un ami architecte néerlandais qui travaille le BIM, il dit toujours du reste, alors que nous utilisons les iPhones, le BTP est encore dans le monde du Walkman. Et je pense que c'est le cas. Or, ça va changer. Et pourquoi ça va changer? Parce que l'évolution démographique et la transformation de la société fait que nous allons besoin de construire de plus en plus de logements, d'équipements, d'infrastructures. Et ça, c'est au niveau mondial, mais aussi, bien sûr, en France. Transformation sociétale, bien sûr, et demande de logement. On sait que beaucoup de Français cherchent des logements et ont du mal à trouver des logements à des prix qui correspondent à leur degré de solvabilité. Donc tout ça fait qu'effectivement, nous sommes dans un moment clé, charnière, dans lequel le numérique va nous imposer des nouveaux business models. Alors, avant de voir quels peuvent être les acteurs qui vont s'intégrer dans ces nouveaux business models, voyons en quelques mots qu'est-ce que c'est le BIM. Alors, voilà. Alors, le BIM, c'est quoi? Je ne sais pas si je suis passé, non, c'est bien. Le BIM, c'est quoi? Le BIM, c'est avant tout, effectivement, une maquette 3D. Alors, la maquette 3D, ce n'est pas révolutionnaire, puisque les architectes travaillaient déjà sur ce type de maquette, voici déjà 25 ans. Mais à cette maquette 3D, nous y mettons maintenant des objets. Les objets, ce sont effectivement une base de données. Donc, par exemple, l'ensemble des murs, l'ensemble des équipements, l'ensemble des planchers, mais aussi des processus, puisque, effectivement, pour intégrer les différents éléments, il va falloir se poser la question qui fait quoi et à quel moment. Et donc, il va falloir aussi normaliser les échanges de données entre les différents acteurs du projet. Bureau d'études, maître d'ouvrage, architecte, entrepreneur, et demain, certainement aussi, vos propres matériels sur chantier. Et donc, ça va être une manière de travailler de façon collaborative. Vous savez qu'actuellement, dans le BTP, on va dire, ce sont les silos. Chacun travaille pour soi. Et je dirais même que chacun travaille contre les autres. C'est-à-dire que pour faire sa marge, on va faire en sorte que l'autre
en fassent moins, voire perdent un peu d'argent. Donc, ça va être effectivement un nouveau moyen pour que chacun travaille, partage ses façons de travailler, depuis le maître d'ouvrage, en passant par l'architecte, bien sûr, le bureau d'études, les entreprises, mais aussi vous, loueurs de matériel, l'utilisateur, l'entreprise de maintenance, les facility managers, l'usager ou l'utilisateur, et aussi des acteurs comme nous qui sommes les contrôleurs techniques ou, par exemple, ceux qui suivent la sécurité sur le chantier, puisque nous faisons aussi des missions de CSPS. Donc, le BIM est un nouveau moyen de pouvoir échanger en temps réel et de pouvoir concevoir ensemble un projet. Alors vous voyez, dans cette façon de travailler, en fin de compte, la technologie n'est pas l'écueil numéro 1. Parce que la technologie avance. Alors il y a encore quelques difficultés, notamment, alors un nom un peu barbare, l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité des logiciels de pouvoir discuter ensemble. Mais la difficulté, voyez-vous, ce n'est pas ce problème-là, c'est ce que j'appelle l'interprofessionnalité, c'est-à-dire la capacité qu'ont les professions à discuter entre elles. Et je suis toujours étonné de m'apercevoir qu'un architecte méconnaît le travail d'un maître d'ouvrage, qu'un entrepreneur ne connaît pas les attentes et les contraintes d'un bureau d'études ou d'un architecte, et qu'inversement, les personnes de la conception ne comprennent pas ou ne connaissent pas les difficultés du chantier, que ce soit au niveau de préparation des méthodes ou d'exécution. Donc, le BIM, c'est façon de travailler collaborative avec l'ensemble des acteurs, mais aussi avec un objet unique. Et cet objet unique, c'est ce qu'on appelle le BIM niveau 3. Alors, nous ne sommes pas encore au BIM niveau 3, où chacun va travailler sur une maquette. Actuellement, nous sommes, pour les opérations qui se font en BIM, au BIM niveau 2, c'est-à-dire que chacun travaille sur sa maquette BIM et exporte ensuite sur une plateforme sa propre maquette, où là, nous avons un BIM qui fait la synthèse et qui va effectivement agréger les différents éléments venant de chaque acteur. Le BIM niveau 3, pour des problèmes essentiellement technologiques, n'est pas encore effectivement en fonctionnement, mais devrait intervenir, on va dire, dans les années qui viennent. Il faut savoir quand même que dans ces nouvelles technologies, ça va très vite. Et comme l'exprime la loi de Moore, tous les 18 mois, les capacités technologiques doublent. Donc, ce qui veut dire que ce qui existera dans 3-4 ans en termes d'outils, en termes de gestion de projet, en termes de gestion de chantier, ces outils n'existent pas aujourd'hui. Et toute la difficulté, voyez-vous, c'est comment penser mon business à partir d'outils qui n'existent pas aujourd'hui. C'est-à-dire que je dois faire de la prospective. Or, la prospective dans l'entreprise, c'est toujours difficile à faire puisqu'on n'a pas de point de repère. Nous faisons souvent de la prévision, c'est-à-dire qu'on prévoit par rapport à ce qu'on sait. Par contre, prévoir par rapport à des choses qui n'existent pas, là, c'est plus difficile. Mais je vais vous donner un exemple. Eh bien, c'est ce qu'on fait, nous, de manière modeste, mais sur lesquels nous avons déjà quelques points de réussite tangibles. Alors, pour résumer, les atouts du BIM, bien sûr, c'est l'efficience des études, puisqu'on va plus vite. C'est la qualité des études, puisqu'on ne revient pas sur des choses. C'est des gains de temps. J'ai eu l'occasion de visiter le Technocampus de Saint-Nazaire voici quelques mois. Là aussi, dans la démarche BIM, je vous montrerai qu'il est important d'échanger avec d'autres secteurs industriels, car ces secteurs industriels, en avance sur le secteur de la construction dans le domaine du BIM, donnent des idées, vous donnera des idées, et donc permettra certainement pour vous d'enclencher des actions que vous n'auriez jamais pensé de faire. Et donc, au Technocampus de Saint-Nazaire, j'ai assisté à une revue de projet en immersion dans la maquette BIM, vous savez, pour les bateaux, les grands bateaux, et grâce à cette nouvelle technologie, eh bien, ils ont gagné 30% de délai sur les coûts de conception et ont gagné 10 à 15% sur les coûts de construction d'un bateau. Inutile de vous dire que je me suis intéressé au sujet et je vous montrerai en fin de présentation une technologie que nous avons mise au point qui, on va dire, quelque part, prend un peu la base de ce que j'ai pu constater à Saint-Nazaire.
Voilà, donc les aléas limités, flexibilité de la maquette, puisque comme on est sur une maquette 3D où, en fin de compte, chaque élément est lié les uns aux autres, admettons que, par exemple, je vais changer l'implantation d'une fenêtre, eh bien, celui qui fait l'étude thermique n'a pas à refaire toute l'étude, puisque automatiquement, les résultats de l'étude thermique ressortent de manière rapide et sans effort. Alors, dernier point, et c'est peut-être le point le plus important, et le choc des cultures, c'est la transparence. Dans le BTP, nous ne sommes pas habitués à la transparence. On cache un peu ce qu'on fait, on est une boîte noire, et quelquefois, d'ailleurs, on est bien heureux d'être caché. Le fait de pouvoir se mettre à nu quelque part, eh bien, fait que, effectivement, ceux qui actuellement vivent, on va dire, du BTP sans forcément apporter une valeur ajoutée certaine, seront en difficulté. Car demain, ce qui primera, c'est la valeur ajoutée. Apportez-vous ou pas de la valeur ajoutée. Sinon, eh bien, vous n'existerez plus. Donc toute la difficulté, c'est de vous poser comme question quelle valeur ajoutée je donne à l'acte de construire. Voilà. Donc votre métier de demain, ce ne sera pas peut-être le métier que vous faites aujourd'hui. Alors donc le BIM, c'est diminuer les coûts. Alors dans ma vie antérieure, j'avais saisi des coûts de non-qualité sur un chantier. Si on prend les erreurs de plan, les marteaux-piqueurs qui fonctionnent parce que les trémies sont mal installés, le matériel qui arrive en retard, le matériel qui a été choisi et qui n'est pas adapté à telle ou telle tâche, et autres aléas, eh bien, quand on cumule l'ensemble de ces éléments, on peut estimer que le coût de la non-qualité sur un chantier est entre 10 et 15% du montant des travaux. Voyez-vous, 10 à 15% du montant des travaux, c'est énorme. Et donc ça veut dire que quelque part, ces 10 à 15%, eh bien, le maître d'ouvrage le paye, bien sûr, l'utilisateur le paye, et vous, quelque part, vous le payez aussi, puisqu'on va effectivement vous étrangler jour après jour, mois après mois, et vos marges vont se réduire. Les délais vont être accélérés, bien sûr, et la performance du bâtiment, la qualité du bâtiment va s'améliorer. Donc, tout à l'heure, Thierry a dit une définition du BIM, j'en citerai 3. Les 3 sont valables. C'est effectivement le BIM Information Model, parce que c'est un objet, mais c'est aussi le modeling parce que c'est un outil, mais c'est avant tout BIM, Building Information Management, parce que c'est un processus. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers le BIM, nos processus de management de projet vont changer. Alors, ils ne vont pas changer du jour au lendemain, parce que nous sommes dans une profession où, on va dire, est ancré nos méthodes, et je vous montrerai tout à l'heure un petit tableau là-dessus, mais ça va forcément changer. Voilà, donc ça, c'est la révolution, et actuellement, effectivement, de plus en plus de projets se font en BIM. Alors, pas forcément du BIM très bien fait, parce que les architectes s'y mettent au fur et à mesure, les maîtres d'ouvrage s'y mettent, les grands majors s'y mettent. Alors eux, ils ont trouvé un avantage déjà, c'est que grâce au BIM, ils peuvent optimiser leur méthode et leur façon d'exécuter. Un point important, c'est que vous voyez dans ces deux courbes, donc il y a la courbe d'une part en rouge qui correspond en fin de compte au coût de la transformation, et la courbe en bleu qui correspond au coût du changement. Donc, le coût du changement, c'est sûr que lorsqu'on change quelque chose en amont au niveau de la programmation, ça ne coûte pas très cher. Dès qu'effectivement on change, plus le process évolue, ça coûte de plus en plus cher. Mais ce qui est important surtout à voir, c'est les deux cloches, c'est-à-dire que dans le processus numérique, la décision va de plus en plus en amont. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va vers ce qu'on appelle l'ingénierie concourante, il faut savoir que dans le bâtiment, nous sommes dans l'ingénierie séquentielle, c'est-à-dire qu'on fait un avant-projet sommaire, un avant-projet détaillé, ensuite on fait une consultation des entreprises, les entreprises répondent, font des variantes, ne choisissent pas leurs sous-traitants, viennent ensuite vous voir pour vous étrangler, pour rentrer dans les prix, etc. etc. Ça, c'est un schéma qui, dans l'industrie, dans les eaux d'industrie, n'existe plus depuis 30 ans. Il existe encore dans le bâtiment, mais il va forcément disparaître.
parce qu'il y a la pression du marché, parce qu'on a besoin de logements, on a besoin d'infrastructures nettement moins chères que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, des nouveaux acteurs vont arriver. Et donc, la difficulté, effectivement, c'est qu'il va falloir mettre plus de matière grise en amont. Et peut-être que demain, certainement, vous, en tant que spécialiste des engins, vous serez peut-être sollicité sur des projets particuliers en amont pour, justement, donner votre avis sur la façon de concevoir. Pourquoi? Parce que peut-être que certaines manières d'exécuter tel ou tel type d'ouvrage nécessitent votre œil d'expert sur le sujet. Alors ça, effectivement, ça va impliquer beaucoup de choses, ne serait-ce que les appels de fonds, qui ne sont pas du tout ceux en phase à ce type de démarche. La loi MOP, par exemple, la loi des marchés publics, qui donne des paiements aux architectes et aux bureaux d'études qui sont encore sur des modèles qui ne correspondent pas à ce modèle numérique. Donc vous voyez que cette transformation va impacter l'ensemble du secteur et aussi donc tous ces aspects, y compris juridico-administratifs. Donc, si je viens maintenant au chantier, une petite image pour vous présenter un peu effectivement les différents éléments qui vont toucher le chantier et qui, du coup, vont impacter vos propres métiers. La géolocalisation des camions, bien sûr, les robots autonomes, l'échange d'informations de machine à machine, des machines intelligentes. Avec l'intelligence artificielle, nous aurons de plus en plus des machines qui vont communiquer entre elles, des exosquelettes qui vont permettre effectivement aux ouvriers de pouvoir soulever des charges importantes sans avoir le problème des TMS, des drones. Alors les drones, nous sommes en ce moment en train de regarder un peu avec une société pour voir comment on pourrait vérifier en temps réel l'avancement d'un chantier en faisant survoler le drone et en comparant ce que le drone voit par rapport à la maquette BIM. C'est tout à fait possible. Et donc, à ce moment-là, on aurait un avancement automatique du chantier et qui permettrait de faire des reportings pratiquement journaliers. La géolocalisation 3D, avec une optimisation de la gestion des flottes d'engins, bien sûr. La réalité augmentée, qui permet de voir effectivement ce qui va se faire et de comparer à ce qui est en train de se faire. La télémaintenance, avec le diagnostic à distance, et qui va découler sur la maintenance préventive. Et puis, ça a été cité tout à l'heure, bien sûr, l'imprimante 3D, avec les premiers tests. Je crois qu'à Nantes, là, dernièrement, un bailleur social a fait sa première maison en imprimante 3D. Donc, vous voyez tout cet écosystème dans lequel le bâtiment est en train de travailler, eh bien, va forcément impacter vos métiers. Vous-même, vous avez donc des locations d'engins. Est-ce que demain, vos engins seront loués non plus au temps, mais à l'utilisation? Est-ce que demain, vos données, ces données, vous serez peut-être en mesure de les monétiser? Elles coûteront de l'argent? Quelqu'un aura peut-être intérêt à vous les acheter. Vous voyez, donc tous ces éléments-là font que votre business model de demain eh bien, est à inventer et que cette démarche, elle doit être menée dès maintenant. Alors, pourquoi le BIM va forcément s'imposer en France? Peut-être un peu plus lentement que dans les pays anglo-saxons ou en Asie, parce qu'en France, tout à l'heure, Thierry parlait du village d'Astérix, et je crois que c'est un peu le cas, c'est-à-dire que nous avons des professions extrêmement réticentes au changement, mais je crois que généralement le français est réticent au changement. Les objectifs du BIM. Le BIM dans la construction, en termes, alors ça c'est une moyenne si vous voulez, des objectifs fixés dans les différents pays, c'est pour diminuer de 20% le coût de la construction, de 35% le coût du projet sur la durée de sa vie, de 50% du coût de la non-qualité, que je vous avais exposé entre 10 et 15%, d'améliorer de 50% la qualité du projet et de 35% le délai de construction. Donc, si on fait du BIM, ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est vraiment pour faire de notre industrie une industrie qui rentre enfin dans le XXIe siècle. Alors, en France, si je compare les pays anglo-saxons, par exemple en Grande-Bretagne, le BIM est imposé maintenant sur toutes les opérations.
Là, nous allons travailler avec le canton de Genève, qui va imposer le BIM maintenant à tous les permis de construire d'ici 2 ans. À Monaco, où nous avons des missions, il n'y a pas un permis de construire qui se dépose qui ne soit pas en BIM. Alors en France, on veut toujours faire les choses un peu de manière, on va dire, progressive. Donc il y a une charte d'engagement, on aime bien les chartes, une charte d'engagement qui précise que tout maître d'ouvrage peut engager sa démarche BIM pour qu'en 2020, il soit prêt. Alors ceci dit, je peux vous dire que les grands promoteurs ont compris l'intérêt de la démarche et se sont tous engagés dans la démarche, mais aussi les entreprises et d'autres acteurs, parce que le BIM et plus largement le numérique va rebattre les cartes et certains acteurs qui sont actuellement en aval ont décidé de se positionner en amont, et là où il y a de la valeur ajoutée. Alors, le BTP, j'ai fait un article dernièrement là-dessus, la nostalgie des années 80. Alors pourquoi? Parce que si je prends l'industrie automobile, alors on va me dire oui, mais l'automobile, ce n'est pas un prototype, ce n'est pas une activité foraine, etc., etc. C'est vrai, mais c'est une industrie comme l'industrie du bâtiment. Si je prends 1980, la R5 TS coûtait 34 000 francs. À l'époque, c'était des francs. Ça représentait 14 mois de SMIC. À l'époque, la voiture, pour ceux qui l'ont connue, n'avait ni vitre électrique, ni rétroviseur à droite, ni ABS, et les conditions en matière de sécurité environnementale et de sécurité physique étaient extrêmement pauvres. Si vous prenez l'équivalent, la Clio Z aujourd'hui, elle vaut à peu près 16 000 €. Vous avez la vitre électrique partout, bien sûr, les ABS, les rétroviseurs et nombre d'équipements, parce que les normes en matière environnementale et en matière de sécurité ont été extrêmement nombreuses et importantes. Ce qui veut dire, en gros, que le coût de la voiture, le prix de la voiture que vous achetez aujourd'hui est, en euros constants, 25% moins cher que la voiture achetée dans les années 80. Qu'est-ce qui s'est passé entre 80 et maintenant dans l'industrie automobile? En 80, l'automobile, la Renault 5, se faisait à Billancourt. Billancourt, l'usine de Billancourt, il y avait 5 étages et la chaîne était sur les 5 étages et la voiture prenait 25 ou 30 fois l'ascenseur pour aller d'un poste de travail à l'autre. L'industrie automobile a complètement transformé ses process. Maintenant, nous sommes effectivement en flux tendu, les sous-traitants sont au pied de l'entreprise automobile et nous appliquons le lean management et l'ensemble des process de l'industrie automobile ont évolué. C'est-à-dire qu'un jeune ingénieur qui arrive aujourd'hui dans l'automobile est face à des process qui n'ont rien à voir avec ceux qui existaient dans les années 80. Bien. Dans le BTP, qu'avons-nous? Nous avons une loi qui est la loi Spinetta qui règle la règle assurantielle, qui n'a pas bougé, qui date de 1978. Et nous avons surtout la loi MOP, qui règle les marchés publics, 1985, et qui définit, comme je vous ai dit tout à l'heure, les fameuses étapes, APS, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, DCE, enfin bref, tout le séquentiel qui, depuis très longtemps, a été abandonné dans l'industrie, dans les autres industries. J'ai cité l'automobile, mais j'aurais pu citer l'industrie navale, l'aéronautique, l'industrie cinématographique, l'industrie musicale. Toutes ces industries se sont réformées. Nous raisonnons toujours sur les mêmes processus. Et c'est en partie pour ça que nos gains de productivité ne peuvent pas prendre des gains importants, puisque nous ne pouvons pas actuellement modifier nos process. Et je suis convaincu que des nouveaux acteurs vont modifier ces process, et c'est par la modification de ces process que les gains vont se faire, et c'est par les modifications de ces process qu'il va falloir que vous pensiez à trouver les partenaires avec lesquels vous allez vous associer pour être un acteur incontournable dans ces nouveaux process. Donc il ne s'agit pas pour vous de raisonner par rapport à ce qui existe aujourd'hui, mais aux process qui vont exister demain et qui sont déjà dans la tête de certains acteurs du BTP ou hors du BTP. Donc, nous sommes encore dans les années 80. Un constat en France, une étude dernièrement européenne
démontre que le coût du logement hors foncier, est 23% au-dessus de la moyenne européenne. Et ça, ce n'est pas tenable, car nous devons loger des tas de personnes qui actuellement sont mal logées. Donc, voyez-vous, à partir de ces convictions, une industrie encore, on va dire, sur le plancher des vaches dans le domaine du numérique, des process qui sont encore les process du siècle dernier, des technologies qui arrivent de moins en moins chères, de plus en plus sophistiquées et efficaces. Eh bien, au niveau du groupe BTP Consultant, nous avons une conviction, bien sûr, c'est que nos métiers vont profondément changer. Et au lieu d'attendre qu'on nous dise « voilà, c'est ça vos nouveaux métiers », eh bien, on a pris le pari de changer dès maintenant nos métiers, sachant que nous continuons à exercer nos métiers historiques, car entre ce qui va se faire et ce qui se fait aujourd'hui, il n'y a pas de rupture, et ce n'est qu'une transformation lente, mais certaine. Je vous ai dit que nous faisons du contrôle. Alors, c'est quoi le contrôle technique? Ça consiste à vérifier que l'architecte fait correctement ses plans, maintenant sa maquette, que les réglementations diverses et variées, sécurité incendie, accessibilité handicapée, solidité, acoustique, sont respectées, à la fois au stade de la conception, mais aussi au stade de l'exécution. Eh bien, nous avons la conviction que dans 5 à 10 ans, 80% de ces missions n'existeront plus. Grâce, je dis bien grâce, à l'intelligence artificielle et grâce aux nouvelles technologies. Donc il est important, il est vital pour nous de trouver ces nouveaux métiers. Alors comment avons-nous fait, comment faisons-nous, puisque c'est une démarche qui est menée depuis 3-4 ans. Eh bien, en 2014, on a fait un séminaire sur le numérique, sur le BIM, et on s'est aperçu qu'effectivement, on avait fait venir des gens de Bouygues, des Belges qui présentaient des solutions déjà de vérification automatique dans la maquette BIM, et on s'est dit, bon ben voilà, il n'y a pas de souci, on est à peu près sûr que nos métiers vont changer. Donc 2015, on a commencé à réfléchir, et on a dit, bah, si on faisait en sorte que nos métiers disparaissent pour en trouver d'autres. Et donc, nous avons commencé à imaginer des manières d'automatiser la vérification dans le domaine de l'accessibilité handicapée et de la sécurité incendie. Et nous avons sorti un produit qui s'appelle Check Solution, mais nous ne l'avons pas gardé nous-mêmes. Nous le mettons à disposition de nos amis architectes, bureaux d'études, c'est-à-dire que nous leur donnons la possibilité de contrôler eux-mêmes des choses sur lesquelles nous étions ou nous sommes toujours payés actuellement. Et là, 2017, nous travaillons sur le BIM Screen, c'est-à-dire que nous avons avec des partenaires, parce que ce genre de démarche ne peut pas se faire qu'avec des experts de vos métiers. Il faut s'entourer, je vous montrerai tout à l'heure avec qui on s'entoure, une plateforme numérique pour faire de la revue de projet en immersion. Et là, on s'est inspiré de ce qui se fait dans le milieu naval. Voyons toujours ce qui se passe dans les zones d'industrie, car il y a toujours des choses intéressantes à en retenir. Bien sûr, cela nécessite des moyens. Nous avons mis en place un COPIL Innovation Numérique qu'on a appelé le COPIL BIM, dans lequel travaillent l'ensemble des représentants des différentes fonctions, les RH, bien sûr, j'y reviendrai tout à l'heure, puisqu'il y a un volet formation très important et accompagnement au changement, le commercial, bien sûr, parce qu'il va falloir qu'il porte ce message tout en ne galvaudant pas le message du métier existant, traditionnel, qui nous fait quand même gagner l'argent et nous assure les marges qui nous permettent notre développement, mais aussi la partie système d'information et informatique et la partie direction technique, puisque nous, en plus, nous avons des métiers extrêmement réglementés qui sont suivis par le ministère, et ce n'est pas toujours simple, parce qu'en face de nous, nous avons des hauts fonctionnaires qui n'ont pas encore vraiment bien assimilé ou compris qu'est-ce que c'est que la transformation numérique ou digitale de l'économie française. Alors en face de ça, bien sûr, eh bien, il faut déployer ça au niveau des agences, de telle manière à ce que nos clients puissent tester avec nous
les projets, les produits que nous développons. Alors, lorsqu'on déploie le numérique, bien sûr, ce n'est pas un, deux experts du numérique, c'est l'ensemble du corps social de l'entreprise qui doit s'impliquer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des personnes qu'on ne pensait pas férues ou intéressées par le numérique qui se révèlent des formidables relais et des formidables, on va dire, investigateurs et développeurs de solutions innovantes. J'en citerai deux, par exemple. J'ai notre responsable d'agence à Valenciennes qui suit un master. Alors, on a effectivement été associé à la création d'un master BIM à l'école des Ponts et nous envoyons régulièrement 3 à 4 personnes au master BIM. Et donc, notre responsable d'agence de Valenciennes suit ce master. Il a 45 ans, vous voyez, donc ce n'est pas uniquement réservé aux jeunes. Il est très intéressé par le sujet et il a même demandé, et c'est une très bonne idée, mettre son bureau dans une pépinière d'entreprise avec des jeunes, de start-up, pour qu'ils puissent échanger sur ses propres réflexions. Et puis, à Bordeaux, nous avons une secrétaire d'agence qui, elle aussi, est intéressée, qui s'est lancée dans la formation de codage. Alors, vous voyez, formation de codage informatique, on peut se dire, ça peut être qu'un geek avec la chemise qui déborde du pantalon, etc. Eh bien non, là, c'est une assistante intéressée, et comme nous avons comme plateforme Salesforce, eh bien, elle suit une formation de codage pour être notre référente Salesforce et qu'elle puisse faire évoluer notre métier à travers cette plateforme. Et donc, vous voyez que nous avons des référents BIM sur toute la France, puisque nous avons 22 sites sur toute la France répartis. Nous avons lancé effectivement des formations en codage. Il y a eu 6 personnes qui ont répondu favorablement à cette formation. Un comptable qui s'est dit « mais moi, je veux apprendre aussi à coder », vous voyez, donc c'est des choses qui paraissent un peu comme ça, dans un premier temps, assez bizarres. Et puis, nous avons des masters BIM. Le digital, c'est l'accompagnement au changement, c'est aussi avoir des relais dans votre entreprise. Donc, nous avons créé des MOOC sur le BIM, et nos managers ont l'obligation de suivre ces MOOC, de les réussir. Alors là, c'est un peu un élément coercitif, mais je peux dire que ça fonctionne. C'est-à-dire que là, leur prime qui sera versée et qui peut être conséquente en avril ne sera versée que s'ils ont réussi les tests des MOOC BIM 1 et 2. Je vous rappelle, le MOOC, c'est une plateforme d'échange et de formation qu'on fait sur informatique qui permet aux gens de se former à leur rythme et à des moments qu'ils souhaitent dans la journée. Alors tout ça, pourquoi? Parce que nous sommes dans l'obligation de changer. Si nous n'en changeons pas, nous serons morts dans 10 ans. Alors, le BTP consultant et collaboratif, bien sûr, à partir du moment que vous avez une démarche tournée vers le BIM, il faut échanger avec vos partenaires. Pour vous, certainement, il y a les industriels, ceux qui vous fournissent les machines, et puis il y a les entreprises, ceux qui utilisent les machines. Eh bien, vous ne trouverez pas vos nouveaux métiers tout seul. Il faut échanger avec ces partenaires, avec ces acteurs, pourquoi pas aussi avec d'autres parties prenantes, pourquoi pas les autorités administratives, pourquoi pas aussi les promoteurs, pour voir justement dans cet écosystème quelle pourrait être votre place et quel pourrait être en fin de compte votre nouveau business. Alors, nous, on a effectivement identifié déjà pas mal de partenaires avec qui nous développons des offres intéressantes. J'en citerai quelques-uns. BIMsync, c'est une plateforme norvégienne. Alors, ce qui est intéressant dans le numérique, vous voyez, nous, nos concurrents sont des boîtes qui font 10 000, Bureau Veritas, ça va être 10 000 personnes, un truc comme ça, je crois. APAV, c'est quelques milliers de personnes. Socotec, des milliers de personnes. Et on arrive à jouer notre carte et à faire des choses que les grosses boîtes n'arrivent pas à faire parce que nous avons l'agilité. Et je crois que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que cette démarche n'est pas réservée aux grandes entreprises. Avec de la conviction, de la ténacité et de l'envie, on peut, chacun d'entre vous, vous pouvez faire des choses incroyables. Et donc, là, on s'est associé avec une plateforme norvégienne, BIMsync, pour créer dans leur fonctionnalité des éléments de vérification automatique, cette plateforme étant utilisée maintenant par les grands, pratiquement par tous les majors de la profession du bâtiment. Alors ABX, c'est un truc intéressant,
C'est une plateforme qui a été mise au point voici 4 ans et qui renverse le processus. Vous voyez là, nous avons des nouveaux acteurs qui pensent des modèles différents. Ils se disent, tiens, c'est quand même bizarre, on fait un projet et on va après mettre une bulle de vente et puis on va proposer des appartements à des gens qui manifestement, quand vous venez avec votre chère épouse ou quand madame vient avec son cher époux, eh bien, on s'aperçoit que l'appartement, ce n'est pas toujours ce que ça convient, etc. Eh bien, cette plateforme a dit, voilà, on va prendre sur un terrain, un bâtiment, son enveloppe, sans créer des appartements, et ils ont mis en place des algorithmes mathématiques qui fait que, en allant sur cette plateforme, le particulier va concevoir lui-même son appartement. Et à chaque fois qu'il conçoit son appartement, c'est-à-dire qu'il va dire, voilà, je vais faire un 80 mètres carrés avec une cuisine un peu plus grande, un séjour un peu plus petit, etc., etc., eh bien, le prix de vente va s'afficher. Alors évidemment, si l'appartement est exposé sud, il n'aura pas le même prix que s'il est exposé nord, etc., etc. Et donc, ça veut dire que à partir d'un foncier, à partir d'un parti architectural retenu par un promoteur, cette plateforme est en capacité de proposer aux promoteurs des appartements qui sont tous vendus avant le permis de construire, mais vendus et conçus par ceux qui vont l'occuper. On renverse le processus, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des appartements qu'on propose, mais on va demander à l'acquéreur de lui-même faire son appartement. Et alors là, ils ont eu des drôles de surprises. C'est-à-dire qu'en région parisienne, par exemple, où un appartement en surface moyenne est de 55 mètres carrés, on est arrivé à concevoir des appartements dont la moyenne est de 80 mètres carrés. Alors c'est fondamentalement important. Pourquoi? Parce que le prix du coût de l'opération diminue. Ils sont arrivés aussi à effectivement trouver des endroits où les acquéreurs, parce qu'après ils communiquent entre eux, se sont mis d'accord pour partager des pièces, par exemple une salle de bricolage. Au lieu de la payer chacun, eh bien ils se sont dit on va faire du partage et on va faire de la copropriété sur ça. Vous voyez, donc on est en train, par ce business model, de changer les habitudes et de donner de l'appétence à des personnes qui jusqu'à maintenant n'avaient pas le droit à la parole, l'acquéreur. Alors, voyez-vous, un modèle comme ceci qui est en train d'émerger, cette société vient de lever 10 millions d'euros. Elle n'existait pas il y a 3 ans. Là, ils ont déjà commercialisé 200 logements. Demain, cette société ubérise la recherche de foncier et effectivement met en ligne sa plateforme et que cette plateforme s'améliore. Quel sera le métier du promoteur de demain? Donc voyez-vous, dans une telle démarche, tous les métiers sont impactés et ce n'est pas par hasard si les promoteurs travaillent maintenant sur le service qu'ils vont apporter aux clients, parce que demain, peut-être que leurs process seront complètement changés, voire peut-être leur métier disparu. Alors, Engie sollicité. Engie, c'est l'usine BIM Factory 4.0. Et là aussi, nous avons été sollicités pour les accompagner, car eux veulent monter en amont par rapport effectivement au process du bâtiment, puisqu'eux, ils sont présents en aval, avec l'énergie bien sûr, mais surtout avec leur société d'exploitation, Cofili et Axima. Vous voyez, donc ça, c'est tout l'univers, et à vous de trouver les acteurs, non pas vos confrères, mais les acteurs qui tournent autour de vous. Dernier point, effectivement, et je finirai par là, c'est effectivement, le premier point, c'est la requête automatique. Et là, effectivement, c'est un point important, c'est la décision que nous avons prise de mettre sur le marché un contrôle automatique, donc une partie de notre métier, de la vérification de l'accessibilité handicapée et de la sécurité incendie. En gros, ça veut dire de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Et donc, je vous propose de suivre la petite vidéo sur ce produit Check Solution. Avant, pour savoir si c'était réglementaire, je devais faire ça. Pour un architecte, il n'est pas facile de savoir si le projet respecte la réglementation avant le retour du contrôleur technique. On cherche, on fouille, on recommence, et finalement on doute des options prises. Et si vous utilisiez le BIM pour faire avancer plus sereinement votre projet?
Check Solution vous permet d'imaginer des projets conformes à la réglementation dès la phase d'esquisse. Je peux maintenant vérifier tout un bâtiment en un clic. Par exemple, dans cette chambre PMR, les espaces autour du lit ne sont pas conformes. Et je découvre même 5 autres non-conformités de ce type dans la maquette. Et c'est là que j'ai réalisé que la réglementation ne serait plus un frein à ma créativité. Au fait, vous savez qu'en plus d'accessibilité, vous pouvez vérifier la sécurité incendie? En un clic, j'ai la réponse. Les positions des menuiseries en façade ne sont pas conformes. Et là, je peux voir que la distance entre l'entrée du logement et l'escalier est supérieure à 10 mètres. Tout est devenu plus simple, plus sûr, ludique. Aujourd'hui, pour savoir si c'est réglementaire, j'ai juste à faire ça. C'est un petit film pour vous présenter cet outil. Il y a encore 4-5 ans, jamais j'aurais pensé que nous étions en mesure de faire ce type de produit. Il se fait que on a pris quelques développeurs, on a mis des ingénieurs avec ces développeurs et en faisant travailler nos clients, nous sommes arrivés à ce produit. Le dernier produit, je finirai par là, c'est BIMscreen. C'est un outil de gestion de projet qui va être lancé officiellement mercredi au BIMworld. Et qui va, en fin de compte, faire ce que j'ai vu au Technocampus de Saint-Nazaire, c'est-à-dire de la revue de projet dans l'immersion maquette BIM. Et là, je peux vous dire que ceux qui utilisent les grues, les engins, etc., on les a fait tester dans cette maquette BIM et eux aussi y trouvaient leur intérêt. Donc, je propose qu'on regarde aussi ce petit film sur BIMscreen. BIMscreen est une solution de revue de projet qui met la réalité virtuelle au service de la collaboration. Alors le fonctionnement est très simple, il s'agit d'une technologie entièrement conçue dans une valise qui va être placée au sol et qui va projeter dans un mur blanc l'image réaliste et à l'échelle 1 d'un projet dès les premières phases de conception. Alors il s'agit d'un projet qu'on avait déjà à cœur de mener depuis bien longtemps et c'est vrai que c'est suite à l'appel à projet du PTNB qu'on a décidé de se lancer dans l'aventure avec nos partenaires Scale One Portal, spécialistes de la réalité virtuelle dans d'autres secteurs industriels et cabinet Architecture Pellegrin, donc précurseur du BIM en France. Nous, on est habitués à travailler dans le secteur industriel et on connaît les enjeux et les gains en fait, des usages de la réalité virtuelle. Et on a travaillé justement sur cette transposition des usages de l'industrie pour les appliquer au BIM. Lors du développement de BIMscreen, on avait vraiment à cœur de développer une solution flexible. Donc, il s'agit d'une valise qui est placée au sol à quelques centimètres du mur, qu'on peut tout à fait installer soit dans des cantonnements de chantier, soit dans des salles immersives, donc au sein des sièges des plus grandes entreprises. La plupart des formats de maquettes numériques sont pris en charge, donc vraiment l'opportunité d'utiliser la solution est immense pour tous les acteurs de la construction. Le fait de vivre en 3D à l'échelle grandeur, de se promener dans le bâtiment, fait qu'on va découvrir des choses qu'on ne lit pas simplement sur une maquette numérique. On l'a testé, on a pu faire venir des gens qui avaient vu le projet avant, immergés dans cet univers 3D. Le gardien a pu découvrir que par exemple sur les boîtes aux lettres, on pourrait peut-être faire comme ci ou comme ça. Donc en fait, il s'agit simplement de mettre à la portée des acteurs du bâtiment un mode collaboratif très utile pour faire de la revue de projet, pas uniquement en phase chantier. En comparaison avec les outils similaires du marché, la solution reste très abordable, va même générer des économies par rapport au projet de construction par les gains qualitatifs et les gains de productivité sur le chantier. Alors au titre du PTNB, on s'efforce de promouvoir des applications innovantes à base de numérique, notamment autour de la maquette numérique et du BIM. BIMscreen est une réussite et on espère que ce n'est que le début d'une belle aventure industrielle et commerciale, puisqu'on a compris qu'il y avait une intention, qu'il y avait des conditions techniques et économiques très abordables pour l'ensemble du monde du bâtiment, et c'est tant mieux. Voilà, merci encore pour votre réponse. Merci.